des tendances haussières qui peuvent se faire, généralement elles se font avec des faibles volumes, mais elles peuvent également se faire avec des volumes importants. Alors, par contre, voilà. Donc, si le départ des tendances baissières est un peu identique au départ des tendances haussières, rappelez-vous que la durée des phases de baisse est beaucoup plus courte que la durée des phases de hausse. C'est pour ça qu'en général, très souvent, dans un cycle baissier, il y a seulement 2 phases de baisse. Soit une phase où les volumes, ça baisse avec des volumes qui sont faibles, du fait que les investisseurs n'ont pas préfèrent laisser courir leurs pertes, soit là, tout de suite, le marché baisse avec des volumes importants. Bon, sachant que dans tous les cas, quand un seuil, ça c'est la condition, une condition indispensable, nécessaire, c'est que dans tous les cas, quand un seuil technique est enfoncé, les volumes, vous voyez ici il est enfoncé, les volumes doivent augmenter. Donc, dans ma tendance baissière, j'ai ces 2 possibilités, mais on a également, ce qu'on n'a pas dans les tendances haussières, la possibilité d'avoir des phases de panique. Donc, contrairement aux tendances haussières, les tendances baissières, à la fin, les queues de tendances baissières sont souvent configurées en phase de panique. Et donc sont accompagnés de volumes très élevés, très supérieurs à la moyenne, des volumes énormes. Alors, donc c'est une autre conséquence du comportement d'aversion aux pertes, parce que les investisseurs, quand ils sont en perte, ils vont avoir une propension à minimiser l'impact de ces pertes. Et pour minimiser l'impact qui est donc négatif, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, contrairement à ce qu'ils faisaient dans les tendances haussières, où ils aimaient bien prendre, où on aime bien prendre plein de petits bénéfices, qu'est-ce qu'on va faire dans les tendances baissières? Une fois qu'on a dit, ça y est, le marché baisse, j'ai laissé courir mes pertes, là j'en peux plus, allez, qu'est-ce que je fais? Je solde tout. Voilà. L'investisseur aura une propension à vendre la totalité et en même temps de toutes ses positions en perte, dans le rouge. À partir d'un certain seuil, un seuil d'acceptation des pertes, mais ça c'est un autre problème, eh bien, il va se passer, notre investisseur va craquer. C'est pour ça que souvent, dans ces phases de panique, donc caractérisées par d'énormes volumes, mais ces énormes volumes ne sont pas forcément dus à un très grand nombre d'investisseurs. Ça peut être simplement un nombre relativement faible, mais ils vendent tous leurs titres en même temps. C'est ça qui fait que les volumes sont souvent très très élevés dans ces phases dites des phases de panique, qu'on appelle aussi des phases de capitulation du marché, où les mains faibles, eh bien, ceux qui ont laissé courir trop longtemps leurs pertes se mettent à vendre la totalité en une fois, leur position. Donc ça va se répercuter au niveau des volumes de transactions, donc par des volumes monstrueux, très élevés, en général de l'ordre de 3 fois à peu près. 3 fois le volume moyen échangé. Quand on a 3 fois le volume moyen échangé, on est face à une phase de capitulation. Et là, on peut se dire que, ça y est, les mains faibles ont vendu, le marché a été nettoyé et il est prêt à rebondir. On a fait un point bas sur le marché.
Donc on peut profiter de ces phases de panique, hein, quand on voit que les volumes sont très importants et dépassent de 3 fois les volumes moyens échangés. On peut profiter donc de cette configuration-là pour derrière se mettre à acheter. Parce que dans 90% des cas, ça va rebondir. On ne sait pas de combien ça va rebondir, il nous faudrait d'autres outils techniques, mais on sait que ça va rebondir pendant quelques temps, hein, de telle sorte que l'on puisse, en termes de trading, faire quelque chose d'intéressant à l'achat. Alors c'est vrai qu'on dit souvent, on ne doit pas, voilà, hein, on ne doit pas attraper avec la main un couteau qui tombe. Et donc quand les prix baissent, on ne doit pas acheter. On doit aller dans le sens de la tendance. Bon, ça c'est effectivement en théorie, mais ça peut être intéressant de se positionner après une phase de panique, parce que là, pendant au moins un certain temps, le marché va pas rebaisser. Tous ceux qui voulaient vendre ont vendu. Voilà. Et donc dans ce cas-là, ça peut être intéressant. C'est même très intéressant, après une phase de panique, de prendre position à l'achat, même si la tendance est baissière. Parce que ces phases de panique sont souvent l'annonce que la baisse du marché est terminée. Alors, vous voyez ici sur ce titre, donc j'ai mon support ici, qui a été touché plusieurs fois, support donc légèrement haussier, c'est la règle tierce fois fait loi. Le marché baisse ici, on l'enfonce, les volumes augmentent. Les volumes augmentent, on a des volumes importants ici, donc on baisse très rapidement, les volumes sont importants, et puis derrière le marché rebondit. À nouveau ça rebaisse avec des volumes encore plus importants. Quand on a des pics comme ça, des points extrêmes, enfin des histogrammes très élevés, et bien après, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une reprise technique. Ça c'est valable statistiquement dans 80% des cas. Donc il faut oser. Il faut oser prendre position à l'achat après une phase de panique. Et c'est pour ça que très souvent, après une phase de panique, le marché monte, mais les volumes sont faibles. Parce que peu d'investisseurs ont le courage de se positionner. Et ce n'est qu'après que les volumes commencent à augmenter, quand les investisseurs s'aperçoivent que le marché ne baisse plus, que toutes les mauvaises nouvelles étaient déjà intégrées dans le cours, comme on dit, et que le news flow commence à être relativement positif. Alors, pour terminer, le CAC 40, où en est le CAC 40? Alors là, c'est pas le cas, là. J'ai mis les volumes, mais c'est pas le CAC. Enfin, c'est le contrat à terme sur un indice CAC 40. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le CAC 40 est fourni uniquement avec les capitaux échangés. Par contre, sur le contrat à terme, eh bien, on a le nombre de contrats. Et la corrélation est très forte. Alors, qu'est-ce que vous pensez du CAC 40? Bien, on a fait un point haut en début janvier, par ici. On a baissé, on est reparti à la hausse au mois de mars. Qu'est-ce qu'on peut voir, qui crève les yeux? Oui, sur les volumes. Voilà, on peut voir par exemple que dans la deuxième phase de hausse, ici, celle du mois de mars, qui a porté l'indice de 3700, bon, pas énorme, à 3870 et quelques, que les volumes, cette partie-là, les volumes, alors je ne l'ai pas mis ici pour pas trop surcharger, mais les volumes étaient tendanciellement orientés à la baisse, donc ce n'est pas un signe positif. On est dans une situation de fragilité de la hausse. Et si maintenant je relie les deux points hauts du marché et que j'applique la droite de régression linéaire sur les volumes, je constate que cette droite de régression linéaire est orientée
ce qui n'est peut-être pas, ce qui n'est d'ailleurs pas évident, hein, sans la régression linéaire, de voir ça, hein, que la régression linéaire, donc les volumes sont tendanciellement orientés également à la baisse. Sur la fin, c'est un graphique en données quotidiennes, donc sur les 1, 2, 3, 4, 5, sur la semaine qui vient de s'écouler, on a baissé, les prix ont baissé, et qu'est-ce qu'on constate sur les volumes? Voilà, je n'ai pas mis non plus, mais si vous faites la régression linéaire sur les 6 derniers jours, au niveau des volumes, vous voyez des volumes qui sont orientés à la hausse. Donc on a des prix, dans un premier temps on a eu des prix qui montaient avec des volumes qui baissaient, et maintenant on a des volumes qui sont, pardon, on a des prix qui sont orientés à la baisse, avec des volumes qui sont orientés à la hausse. Hein. Alors, normalement, voilà, on est dans une phase, effectivement, de fin de tendance haussière. Début d'une tendance baissière, tout à fait. Début d'une tendance baissière. Mais, alors, c'est pas le moment d'acheter. Mais peut-être qu'on peut encore remonter, peut-être qu'on peut faire encore, je sais pas, pardon. Vous savez, je sais pas, j'imagine, peut-être qu'on peut repartir la semaine prochaine, là, à la hausse à nouveau, et puis faire une sorte de figure en biseau ascendant, ces choses-là, ça on n'en sait rien, ça. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'au niveau des volumes et au niveau de la tendance des volumes et de la tendance des prix, ce n'est pas un signe positif. Et que la tendance haussière qui perdurait donc depuis 2011, hein, voilà, depuis 2011, septembre-octobre 2011, hein, on est reparti à la hausse après les problèmes de la Grèce. Et bien que cette tendance-là, elle a une forte probabilité pour qu'elle soit terminée. Hein, et qu'on rentre maintenant dans une tendance baissière. Quelle amplitude? Combien de temps? Ça, les volumes ne nous l'indiquent pas. Hein? Tout ce qui nous indique, c'est qu'attention, il y a un changement dans le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs. Hein? Voilà. Les acheteurs potentiels sont de moins en moins nombreux. Les vendeurs potentiels sont de plus en plus nombreux. Hein? Donc on risque d'avoir, effectivement, pour les, je dirais peut-être pour les mois qui viennent, un marché, alors pas forcément une phase de panique, hein, mais ça peut, en tout cas une période de baisse. Voilà. Ça, avec les volumes, on ne peut pas savoir quelle forme va prendre cette baisse. On ne peut que constater, attention, danger. Attention, danger. On est face à, depuis quelque temps, on avait une diminution de la demande, parce que les prix montaient, mais les volumes diminuaient. Hein. Et maintenant, on dirait qu'on a, c'est pas on dirait, c'est on est en train d'avoir une augmentation de l'offre. Donc des anticipations, derrière ce sont des anticipations baissières qui sont peut-être en train de se profiler. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire en 30 minutes sur l'évolution des volumes dans les tendances haussières et baissières, notamment les quelques règles de finance comportementale, des règles de psychologie boursière qui sous-tendent ces évolutions de volume. Voilà. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Non, j'ai tracé ça comme ça. J'ai mis ça, je ne sais pas, si on rebondit la semaine prochaine, ça ne veut pas dire qu'on va repartir à la hausse. C'est ce que je voulais dire. Ça veut dire peut-être qu'on va faire une sorte de biseau, vous voyez, on va monter, mais de plus en plus doucement, la tendance va s'essouffler. Donc là, en ce moment, il faudra regarder comment sont, chaque jour, comment sont les volumes de transactions. Les volumes, pas le volume, les capitaux échangés, plutôt sur le contrat à terme notamment.
Sur ProLineTime, vous l'avez. Et même sur Boursorama, vous l'avez également. Ouais. Ah ben vous avez plus. Ben, c'est deux produits différents. L'indice CAC 40, c'est son code, c'est le PX1, je crois. PX1. Et voilà, ça c'est l'indice CAC 40. Et le contrat à terme, bon, c'est un futur. Oui, c'est un futur. Ah ben sur ProLineTime, vous allez dans Futur France. Futur France, et vous avez le contrat à terme sur indice CAC 40. Oui. Oui, bien sûr. Tout à fait, puisque ça mesure l'équilibre entre, à l'intérieur d'une tendance. Qu'est-ce que ça apporte de plus par oui. rapport à... Voilà, par exemple ici, dans cette tendance baissière, hein, non, je prends ici la tendance haussière, le raisonnement est le même. Certes, je n'ai pas d'augmentation tendancielle sur les volumes, mais de toute manière, ce qui est très important en analyse technique, c'est le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs. Donc c'est le rapport de force, c'est le rapport entre les volumes haussiers et les volumes baissiers. Volumes haussiers, c'est les volumes échangés les jours de hausse, et les volumes baissiers sont les volumes échangés les jours de baisse. Et c'est ce rapport-là qui est le plus important. Là, bon, si on avait mis l'OBV, on aurait, c'est un indicateur technique basé sur les volumes, on aurait un OBV qui serait orienté à la hausse. Parce que ça veut dire que, ok, tendanciellement, bon, bah, les volumes, l'histogramme est plutôt flat, mais il y a plus de volume les jours où ça monte qu'il y a de volume les jours où ça baisse. Et donc c'est ça la clé, ce qui est le plus important. Ah, mais ça c'est encore une autre chose. Il y a alors la différence de couleur dans cette présentation-là. Qu'est-ce qu'elle nous renseigne? Alors, en blanc et en noir, en blanc, bah, ce sont les volumes haussiers, et en noir, ce sont les volumes baissiers. Voilà, mais on ne peut pas tellement interpréter ce rapport, c'est pour ça qu'on utilise un indicateur comme l'OBV, ou le Money Flow Index, par exemple, enfin d'autres indicateurs basés sur les volumes, qui vont nous permettre d'affiner ce qui se passe, hein, au niveau du rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs. C'est quoi la différence entre le volume haussier et le volume baissier? Je ne comprends pas pourquoi il y a des volumes haussiers et des volumes baissiers. Donc, par définition, le volume haussier, c'est le volume échangé le jour, la séance, ou l'heure, si c'est un graphique horaire, le jour où les prix montent. La clôture à la hausse par rapport à la clôture précédente. Le volume baissier contre la baisse. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc c'est ça qu'on regarde. On va mesurer l'équilibre entre ces deux forces. C'est ce qu'on appelle la pression acheteuse et la pression vendeuse. Hein, parce que l'utilisation des régressions, enfin la droite de régression linéaire sur les volumes, c'est qu'un premier élément. Hein, c'est notre exposé. Mais ensuite, vous devez affiner l'analyse en scrutant l'équilibre entre les volumes haussiers et les volumes baissiers. Et ça, ce sont des indicateurs tels que le On-Balance Volume ou bien le Money Flow Index que vous trouvez partout sur les... Non, le comportement des investisseurs, il est exactement le même. Sauf que dans les petites capitalisations, il y aura peut-être une liquidité un peu plus faible. Enfin, même, je sais pas, c'est pas peut-être, même, il y a moins de liquidité. Donc, du fait qu'il y ait moins de liquidité, l'évolution des volumes sera plus difficile à interpréter. Hein, parce que, par exemple, je ne sais pas, une grosse SICAV pourra intervenir et faire décaler le marché comme ça sans qu'on ait eu de... Voilà, tout à fait. Voilà. C'est pour ça que on conseille... l'analyse technique a plus de chances de fonctionner sur les marchés plus liquides, hein, où il y a atomicité de l'offre et de la demande, des acheteurs et des vendeurs. Hein. Le CAC futur par rapport au CAC, Oui. comment peut-on situer? Est-ce que quand on regarde
on peut s'y fier en disant, ben, l'expert, ça va faire exactement la même chose. Ah ben c'est corrélé, tout à fait. D'accord, mais Ah oui, oui, non. Le CAC futur ne va pas donner d'indication précurseur sur ce que le CAC comptant. C'est exactement pareil. Il peut y avoir un report ou un déport suivant les périodes. le cas futur, c'est quoi? C'est- Bah, vous allez acheter votre indice CAC 40, mais vous ne l'achetez pas maintenant, vous l'achèterez dans un mois. Voilà, c'est ça. C'est autre chose, ça. C'est un contrat. Et il vaut mieux regarder les fonds journaliers ou Alors, quelle est l'échelle de temps à privilégier? si vous faites du day trading, les volumes sont intéressants, sont importants également. Mais là, vous allez vous heurter aussi à d'autres difficultés. C'est une saisonnalité sur les volumes. Donc il faut corriger, il faut que votre logiciel corrige les volumes des variations saisonnières. Parce que vous savez que dans la journée... Alors, le plus simple, Le, c'est journalier. oui, le plus simple, c'est voilà, journalier, tout à fait. C'est bien, journalier. Non. D'autres questions? Bon, bah écoutez, je vous remercie. Merci. Bon week-end. Merci.